On devait contourner une île à Madère. Et donc, en gros, on a mis 7 jours pour aller jusqu'à Madère. Et à Madère, donc là, on contourne l'île, on passe au ras de l'île, quoi. On passe de nuit, on entend les boîtes de nuit, le son des boîtes de nuit et tout. Et le lendemain matin, donc on ressort du Dévent, on repart. Et là, je me dis, mais là, on a fait 7 jours. Il nous reste encore 15 jours peut-être à faire. Bienvenue sur Tout un sport. Record du monde, Michael Phelps qui est en train d'écrire l'histoire. Vous l'avez fait les garçons. Vous êtes des géants. C'est la dernière mêlée. Allez, on touche. La libération est là. L'équipe de France est championne du monde. Et l'équipe de France championne olympique. Tommy Raider. Oui, championne. Bienvenue sur Tout un sport, le podcast qui parle de tous les sports et de tout ce qui tourne autour du sport. Tout un sport, c'est un épisode sport chaque vendredi matin sur votre plateforme d'écoute préférée. Avant de démarrer l'épisode, je voudrais remercier SSM Academy, notre partenaire sur ce podcast. Il propose des formations pour accompagner les sportifs et sportifs de haut niveau à développer leur image. Pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. N'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, pour vivre le sport chaque jour. Allez, place à l'épisode, bonne écoute à vous. Et bien aujourd'hui, dans le podcast Tout un sport, on va parler navigation et je suis avec Thomas Rouxel. Bonjour Thomas. Salut Frédéric. Voilà, alors j'ai vu que tu avais un homonyme qui est joueur de badminton, mais là on va pas parler de badminton, on va bien parler de voile. Exactement. Et en plus, c'est très drôle parce que cet homonyme, j'ai eu l'occasion de le rencontrer aux Étoiles du Sport il y a une dizaine d'années. C'était assez marrant. Ah, génial. Ouais, ça doit être sympa. Bon, dans le podcast Tout un sport, on démarre souvent par ce portrait chinois et on va pas changer cette tradition. L'objectif, c'est de faire un peu connaissance avec toi à travers quelques petites questions. Et ma première question du portrait chinois, si je te dis un lieu, qu'est-ce que tu me dis ? Et ben, si j'ai à choisir un lieu, ce serait la plage du Kérou. C'est une plage qui est pas très loin de chez moi. Donc moi, j'habite à Cloire-Carnouët dans le sud Finistère, à la frontière avec le Morbihan. Et c'est une très jolie petite plage entourée de falaises où je vais pratiquer du surf et de la planche à voile. Donc c'est vraiment juste à côté. Et c'est un endroit qui est à la fois joli et où je m'y sens bien parce que c'est là que je vais me détendre en allant surfer, par exemple. Ok, et je comprends et je t'avoue que j'ai découvert la Bretagne très tard dans ma vie, à 40 ans, et j'en suis vraiment tombé amoureux. Donc tu vois, d'ailleurs cet été, on revient en Bretagne, donc vraiment je peux que qu'aller dans ton sens. Si je te parle d'un plaisir gourmand et en préparant le podcast, je pense un peu savoir la réponse, mais voilà, si je te parle d'un plaisir gourmand, qu'est-ce que tu me dirais ? Sans surprise pour tous les gens qui me connaissent un peu, j'ai une légère, voire pas si légère que ça, addiction au chocolat. Donc, ce serait évidemment le sucre et le chocolat en particulier. Ok, et tu en parleras, mais dans une vidéo qui te présente, il y a une personne qui dit « Si on veut que ça se passe bien avec Thomas sur un bateau, il suffit qu'il y ait du chocolat. » A priori, c'était un peu le résumé de ce qui était dit. Ouais, c'est quelque chose qui compte pour moi. Ok, très bien, et je peux comprendre. Si je te parle d'une passion et ou d'un passe-temps, parce que ça peut être deux choses différentes, qu'est-ce que tu me dirais ? Moi, ça va être le windsurf et le surf. C'est vraiment le windsurf, je fais ça depuis que je suis gamin et on verra plus tard dans le podcast que si je suis arrivé à faire de la voile, c'est lié à cette passion. Et c'est vraiment quelque chose qui me faisait rêver, mais à un point impressionnant. Je pense que c'était compliqué pour mes parents quand j'étais ado, tellement je pensais au windsurf. D'accord, ok. Bon, donc on va effectivement creuser un petit peu ça dans ton parcours. Et pour la dernière question du portrait chinois, si je te parle d'une ou de plusieurs personnes qui comptent, qui ont compté, qui t'ont inspiré, ou même des personnalités, tu me citerais qui ? Il y en a plein. Mon parcours est jonché de personnes qui m'ont permis d'évoluer dans ce milieu et d'arriver là où je suis aujourd'hui. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion d'en présenter quelques-unes sur le podcast. Mais après, d'une façon plus générale, s'il y a un athlète qui m'inspire, ça va être quelqu'un comme Roger Federer que j'aime beaucoup parce que je le trouve très humble, très discret et pourtant il est très performant. Donc c'est vraiment un profil que je trouve sympa.
Ok, très bien. Merci pour ces réponses au portrait chinois. 3 autres questions. La première, c'est si je te demandais un souvenir de sport, et ça peut être à n'importe quel moment de ta vie, un souvenir de sport dans lequel tu étais spectateur, c'est-à-dire pas acteur. C'est-à-dire ça peut être, tu étais devant la télé, tu étais dans le stade, tu étais à une transat, enfin bref, un souvenir de sport qui t'a marqué. C'est la victoire d'Antoine Deneriaz aux Jeux Olympiques en ski, donc c'était en descente. Et je me rappelle de ce moment-là en tant que téléspectateur, parce que les Jeux, je trouve que c'est quelque chose, à chaque fois, j'adore le sport, tous les sports, j'aime suivre le sport en tant que téléspectateur ou en tant que spectateur. Et donc, je suivais avec passion ces Jeux Olympiques-là comme les autres. Et j'avais vraiment adoré la victoire et le fait quelqu'un qui n'était pas forcément favori, eh ben, il avait tout fait pour se préparer. Il était présent le jour J il a gagné le jour J et j'ai trouvé ça super. Ok, merci. Et si je te demande cette fois un souvenir de sport dans lequel tu étais acteur, donc ça peut être dans ton enfance, ça peut être dernièrement, mais voilà, un moment marquant dans ta carrière de sportif et dans ton monde de sportif à toi. Il y a un moment qui a été assez intense, c'est sur une régate, donc sur une course, c'était le Tour du monde en équipage avec escale que j'ai fait avec un sponsor franco-chinois et un équipage franco-chinois. Il y a une étape qui arrivait en Chine et on a gagné cette étape-là en Chine. Et alors qu'on n'était pas du tout favori sur cette course-là, on était plutôt pris pour des rigolos en partant. Et arrivé en Chine, c'était à peu près le milieu de la course. On gagne l'étape qui arrive en Chine. Du coup, on se retrouve leader du classement général. Donc, c'était une grosse surprise et une grosse fête. Et du coup, c'est vraiment un moment qui était assez fort. D'arriver vainqueur à domicile pour les Chinois, c'était quand même quelque chose de très très fort. Ok, donc on est sur un moment de communion en fait, vraiment, où il y a un vrai partage autour de la victoire. Ouais, exactement. Ok. Et question importante souvent pour nos auditeurs et autres, et par rapport des fois à des parents qui savent pas trop comment orienter leurs enfants. Est-ce que tu peux nous parler de ton environnement familial dans lequel tu as grandi? Est-ce que autour de toi, tes parents sont des sportifs de haut niveau? Est-ce que tu as des frères et sœurs sportifs de haut niveau ou autre, ou tu es le seul grand sportif de ta famille? Et ça permet aussi d'aider certains parents qui se disent bah, est-ce qu'il va y arriver parce que nous, on n'a pas de parcours de sportif? Non, mes parents sont pas du tout sportifs de haut niveau, même pas extrêmement sportifs. Mon père avait une petite passion pour la voile, mais rien d'exceptionnel. Et du coup, par contre, mon frère, donc qui a 1 an de plus que moi, on a partagé toute cette progression dans la voile entre le moment où on a commencé ensemble et le moment où lui a un peu arrêté, mais on était déjà, on avait 20 ans, quoi. Donc on a fait D'accord. tout ce parcours-là ensemble. Ok, très bien. Bah, écoute, merci pour ces réponses à toutes ces questions. Et l'idée là, c'est bah, de basculer sur la partie parcours, mais je pense qu'avant ça, on en a parlé en off, hein, mais le monde de la voile n'est pas toujours très connu pour les gens qui sont pas passionnés. C'est ce que je te disais aussi en off. Moi, je suis toujours impressionné des arrivées de régate à 2h du matin, 3h du matin, où on voit une foule énorme. C'est vraiment un sport où il y a des vrais passionnés. Mais à côté de ça, il y a des gens bah, qui vivent en plein cœur de la France et qui n'ont pas accès à l'océan et pour qui c'est pas naturel. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce qu'est ton sport ou quelques particularités du sport avant de nous parler de ton parcours? Ouais, alors je vais essayer de faire simple parce que c'est malheureusement complexe. Je me doute. En fait, du coup, en voile, si on résume, il y a 3 disciplines en voile. La première, c'est les Jeux Olympiques, en gros. Donc, c'est Mhm. des petites régates à la journée sur différents supports. Il y a 2 ou 3 manches par jour. Les manches, elles font une demi-heure. On tourne entre des bouées et du coup, c'est celui qui a les meilleurs résultats à la fin de la course qui gagne. Donc, c'est ce qu'on voit aux Jeux Olympiques. La deuxième discipline qui est un peu différente, mais qui est assez connue pour les passionnés, c'est la Coupe de l'América. Ouais. Donc ça, c'est l'événement sportif le plus ancien au monde, je crois. Donc c'est quand même un truc Oui. important. Et ça, c'est du match racing, c'est une course 1 contre 1, quoi. Il y a 2 bateaux à partir.
le premier qui arrive à gagner, celui qui arrive deuxième a perdu. Et du coup, c'est des round robin, on monte comme ça jusqu'à la finale. Et la finale oppose le détenteur de la Coupe de l'América, qui aujourd'hui est l'équipage néo-zélandais, à l'équipage qui aura gagné toute la phase de sélection, quoi. Donc ça, c'est un petit peu connu aussi parce que c'est une course qui est très vieille. C'est une course qui fait partie du développement de la voile. C'est des courses où il n'y a pas de limite de budget et les budgets sont extrêmement élevés. Mais c'est ces développements-là, pour ces bateaux-là, qui font évoluer vraiment notre sport en termes de technologie. Donc c'est un paramètre important de notre pratique. Et la dernière, qui est probablement la plus connue des trois, c'est la course au large. Donc ça, c'est des tours du monde, c'est le Vendée Globe, c'est la route du Rhum. Et moi, c'est ce que je fais. Et c'est probablement la partie la plus connue de la voile. Ok. Et ce qu'il faudra, et tu l'expliqueras au cours de ton parcours, c'est qu'il existe différents types de bateaux, des multicoques, des monocoques, et tu nous expliqueras un petit peu vite fait les différences. Et pareil, il y a aussi des différences entre je suis en équipage ou je suis en solitaire, et forcément, j'imagine, et tu nous l'expliqueras, que ça impacte la préparation et l'approche de manière assez importante. Alors Thomas, est-ce que tu peux justement nous expliquer un petit peu comment t'es arrivé, comment on arrive à la voile? Parce que moi, c'est un monde que je maîtrise pas énormément, donc je me dis toujours, qu'est-ce qui fait, comment on y arrive, comment on se dit, tiens, tout d'un coup, je vais pouvoir devenir sportif de haut niveau et devenir professionnel de ce monde-là. Donc, est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton parcours, comment tu en es arrivé là? Ouais, pas de problème. Alors, moi, j'ai la chance d'habiter au bord de la mer quand j'étais petit et encore aujourd'hui. Et du coup, mes parents tenaient un hôtel-restaurant sur le port d'Erquy, dans les Côtes-d'Armor. Et finalement, donc eux, le moment où ils travaillaient le plus, c'était pendant les vacances scolaires, l'été, et pendant les vacances scolaires au cours de l'année. Et du coup, ils n'avaient pas beaucoup de temps pour s'occuper de nous à ces moments-là. Et le meilleur moyen qu'ils aient trouvé pour nous occuper tout en gardant un œil sur nous, c'était de nous mettre à faire les cours de voile et les stages de voile, donc juste devant chez eux, à l'école de voile d'Erquy. Et donc on a commencé la voile comme ça avec mon frère, en tant que juste pour découvrir au début. Et puis de fil en aiguille, on a commencé à pratiquer tout au long de l'année sur la voile débutante, donc en naviguant le samedi après-midi. Et puis un jour, l'école de voile où on était a organisé une course à laquelle on a participé. C'était notre première régate et je crois qu'on a gagné la course ou terminé deuxième, je ne me rappelle plus trop. Mais on devait avoir 12 ou 13 ans à l'époque. Et donc, je naviguais avec mon frère toujours. J'ai fait tout ce parcours-là avec mon frère. Et du coup, c'est comme ça qu'on a commencé un peu la course. Après, on a fait d'autres courses et on a évolué comme ça de petit à petit. Mais on n'avait pas de prédisposition particulière on rêvait pas à l'époque de vivre de ça, de devenir professionnel en voile. D'accord, donc c'est des régates type JO en fait, hein, c'est un peu sur les mêmes types de bateaux, c'est ça? Ce Ouais, que tu as expliqué au exactement. début. Donc c'est en dériveur. Donc en dériveur, c'est le dériveur. Donc pour ceux qui connaissent un peu, c'est l'optimiste. L'optimiste, c'est en solitaire. Nous, on faisait de l'équipe, c'est en double, mais c'est la même chose. Et ensuite, on a fait du 420, puis du 470. Et le 470, c'est la discipline qui est olympique. D'accord, ok. Tu nous as parlé tout à l'heure de windsurf, qui était quelque chose qui avait pris beaucoup de place dans ton parcours. Est-ce que à ce moment-là, tu es dans la voile, c'est un peu, on va dire, le sport parce que tes parents ils t'y mettent, et tu as le côté passion avec le windsurf, ou ça vient plus tard le windsurf? Non, ça vient très tôt, effectivement. Du coup, quand on commence à faire des cours de voile, l'été, des stages, on fait un peu de tout. On fait un peu de planche à voile, un peu de dériveur, un peu de catamaran. Et moi, c'est vraiment la planche à voile qui me plaît. En plus, il y avait un groupe dans l'école de voile là, qui pratiquait la planche et notamment du funboard. Et je trouvais ça vraiment attirant. Et donc, c'est là que j'ai commencé à être vraiment passionné par ça. Mes parents, notamment mon père, nous a dit d'accord, pas de problème, mais je veux quand même que vous appreniez à faire de la voile parce que pour lui, c'était plus sérieux
que le funboard, quoi. Ok, d'accord. Donc il y avait un côté, le côté passion pour toi, windsurf, et le côté un peu sérieux de la voile. Exactement. Et pendant D'accord. des années, j'ai fait de la voile en partie pour faire plaisir à mes parents Mhm. et pour avoir le droit de faire de la planche à voile. Ok, top. Et justement, par rapport au niveau scolaire, comment ça s'organise entre les deux c'est après les cours, on continue à aller faire de la voile et le week-end, il y a les compétitions. Est-ce que ça s'organise de cette manière ou c'est différent? Et à partir du moment où tu as commencé à gagner des courses, il y a eu peut-être sport-études ou autre. Explique-nous un petit peu comment ça a jonglé entre les deux. Ouais, alors du coup, j'ai la chance de pratiquer un sport qui est un sport à maturité tardive avec des carrières assez longues. Ce qui fait qu'on peut sans problème cumuler les deux au début. Et moi, j'ai pas fait de sport-études, donc j'ai fait un collège normal où je m'entraînais et je régatais le week-end. J'ai fait un lycée pareil normal où je m'entraînais, je régatais le week-end et pendant les vacances. Et c'est seulement en arrivant en fac de sport à Brest où là, on a eu un emploi du temps aménagé qui nous a permis de nous entraîner un petit peu plus en semaine aussi. Mais jusque-là, j'ai eu un début de parcours tout à fait classique. D'accord. Et dans ce milieu-là, est-ce qu'il y a une reconnaissance de sportifs de haut niveau qui existe pour vous permettre d'avoir cette adaptation et autres? Ou alors c'est vraiment, comme tu viens de le dire, vu que c'est plus tardivement qu'on se révèle, il n'y a pas ce schéma-là pendant les jeunes années? Alors oui, comme c'est un sport olympique, il y a quand même cette idée de sportif de haut niveau avec des Mhm. quotas à remplir pour intégrer des listes. Pour être vraiment considéré comme sportif de haut niveau et en équipe de France, il faut être en discipline olympique. Ouais. Donc ça arrive en 4,70 et donc ça arrive pour les athlètes, ça arrive à partir de en gros 18 ans, quoi. Donc avant ça, on est sur des équipes de France espoir ou sur des statuts de sportifs de haut niveau espoir, donc qui nous permettent d'avoir des petites aides financières ou des petites reconnaissances. Mais le vrai statut qui est le plus reconnu et où là on est vraiment aidé par la Fédé et on a vraiment la possibilité d'aménager son emploi du temps, etc. Ça arrive un petit peu plus tard. Ok, donc ça veut dire que un jeune qui serait extrêmement passionné de course au large, il choisit beaucoup plus tard et il fait du 4,70 pendant sa jeunesse. Comment ça s'organise pour que les gens qui connaissent un peu moins sachent comment ça se met en place, entre guillemets? Alors, il n'y a pas de solution. Il y a plusieurs voies d'accès, il y a plusieurs possibilités. La plus classique, effectivement, c'est de faire du dériveur. Donc, ça peut être du 4,70, mais il y a d'autres supports, hein. Il y a le laser. C'est là où la voile est un peu compliquée, c'est qu'il y a quand même plein de supports possibles. Donc, mais la voie la plus classique, c'est de faire du dériveur quand on est jeune. Et puis quand on commence à arriver un petit peu plus vieux, entre 15 et 18 ans, je dirais, là, on peut commencer à s'orienter vers la course au large si c'est ça vraiment qui passionne la personne, quoi. Mais ouais, voilà. Et toi, à 18 ans, quand tu rentres en fac de sport à Brest, tu as déjà cette idée de la course au large ou tu es encore un peu en train de te questionner sur cette approche? Et d'ailleurs, est-ce que tu avais déjà en tête l'idée de dire ça va être mon métier? Pas du tout, mais alors pas du tout. Moi, quand D'accord. j'entre en fac de sport à Brest, je me dis, Brest, c'est un super endroit, il y a plein de spots pour aller faire de la planche à voile. Et en fac de sport, c'est parce qu'il y a, j'espère avoir du temps pour aller faire de la planche à voile. Donc c'est un peu dans cet esprit-là que je vais en fac de sport à Brest, sachant qu'on était quand même avec mon frère toujours, on régatait à haut niveau en 4,70. Et donc la fac de sport était un bon moyen de continuer à nous entraîner. En arrivant à Brest, on a intégré le Pôle France, donc le centre d'entraînement qui est basé à Brest pour le 4,70. Et donc, on avait un vrai staff d'encadrement, une vraie structure autour de nous. Et du coup, on s'entraînait 4 fois par semaine. Et quand il y avait trop de vent pour aller faire du 4,7, j'allais faire de la planche à voile. D'accord, ok.
Ouais, c'était toujours la planche à voile, elle t'a suivi et je suppose qu'elle t'a pas quitté d'ailleurs, comme tu le disais. Non, non, bah là, malheureusement, j'ai moins le temps d'en faire parce que je vieillis et que du coup, j'ai d'autres priorités. J'ai des enfants, j'ai une maison à m'occuper, etc. Mais non, non, c'est toujours une passion et j'en fais dès que je peux, j'essaye d'en faire. Mais du coup, effectivement, quand je suis rentré en fac de sport, euh, je connaissais un petit peu la course au large, mais pas tant que ça. Bah, c'est vraiment pas un truc. J'avais tous les posters que j'avais dans ma chambre quand j'étais gamin, c'était des posters de planche à voile, c'était pas du tout des posters de bateau, quoi. Et donc, je connaissais pas plus que ça le milieu de la course au large. Quand tu es dans ce pôle France, il y a un moment où il y a l'idée des Jeux Olympiques dans ta tête. Est-ce que tu te dis, tiens, c'est ce que je veux aller faire, tout en ne sachant pas encore ce que tu vas faire comme métier, mais au moins il y a cette idée des Jeux Olympiques ou c'est jamais venu en tête pour toi? Malheureusement, j'ai envie de dire, on n'avait pas d'assez bons résultats pour prétendre à aller aux Jeux Olympiques. Ouais. Donc c'est un peu moi, je n'ai pas de regret, mais c'est un peu non, le fait, ouais, on avait deux soucis, mais le principal souci qu'on avait avec mon frère, c'est qu'on n'avait pas des gabarits optimum. Mhm. Et du coup, dans ce contexte-là, le staff nous a pas particulièrement poussé et encouragé. Donc, on était des bons partenaires d'entraînement parce qu'il y a des conditions où on était quand même performants, mais on n'a jamais eu vraiment le sentiment de pouvoir réaliser des belles performances. Donc, c'est en partie pour ça qu'on a arrêté au bout d'un moment la pratique du dériveur et que du coup, moi, je me suis tourné derrière vers la course au large. Ok, quand tu dis pas le gabarit optimum, c'est qu'il faut avoir un certain gabarit pour être très performant. Oui, effectivement, pour les Jeux Olympiques, c'est quand même du très très haut niveau. Mhm. Et du coup, il y a des gabarits qui sont plus adaptés. Que si l'équipier il est grand et avec un poids donné, ça marche quand même mieux. Et ce qui n'était pas notre cas. Ok. Donc voilà. D'accord. Et quand tu te tournes vers la course au large, c'est là où tu commences à te dire, je peux en faire mon métier? Est-ce que c'est quelque chose auquel, dans ce milieu-là, on pense assez facilement? Ou toi, tu t'es dit, bon, je vais voir, je vais aller me faire plaisir avec la course au large et peut-être que j'en ferai mon métier. C'était pas encore l'idée d'en faire mon métier. En fait, Ouais. voilà, mes parents, ils étaient commerçants, ils ont toujours travaillé, ils ont été assez prudents sur tout leur style de vie. Et du coup, pour moi, c'était vraiment devenir professionnel d'un sport, c'était vraiment un truc un peu hors de portée, quoi. Et du coup, c'est vraiment venu petit à petit. Mais non, c'est pas quelque chose que j'avais encore en tête. Et en fait, c'est un collègue avec qui on naviguait en 4-7 qui me dit un jour, tiens, dans quelques mois là, je vais aller faire le Challenger Sport Crédit Agricole. Et donc, moi, je savais même pas ce que c'était à l'époque. Et il me dit, bah, c'est un truc, en gros, c'est une régate qui est réservée aux moins de 25 ans et aux gens qui n'ont jamais fait de Figaro. Et si tu gagnes la régate, tu as un sponsor pendant 2 ans pour faire du Figaro. Tu deviens professionnel pour faire du Figaro. Et le Figaro en course au large, c'est un très haut niveau, quoi. Toutes les D'accord. stars, ils sont passés par là, quoi. Et donc, il me dit, ah, viens t'entraîner avec moi, tu vas m'aider à m'entraîner et tout. Donc, je fais ça avec lui. Et je fais ça la première fois, donc je découvre un peu le truc. C'est une régate qui a lieu tous les 2 ans. Et donc, 2 ans après, il me dit, bah, vas-y, on refait, et tu l'as fait avec moi ce coup-là. Et donc, c'est là où, en fait, où j'ai commencé à mettre un pied dans le milieu professionnel et j'ai vu que c'était accessible parce que bah, j'avais les gens qui m'entouraient qui commençaient à le faire aussi. Et c'est comme ça un peu que j'ai découvert le milieu. Et donc, pour conclure sur cette histoire du Challenge Sport Crédit Agricole. La première année, j'ai fait les sélections, j'ai même pas été sélectionné. Et je l'ai refait 2 ans après en me disant, bon, bah là, je vais quand même me préparer un peu mieux et m'entraîner. Et j'ai fait la sélection et je suis arrivé deuxième. Et quand on arrive deuxième, et ben, on gagne rien. Donc, D'accord. donc, j'ai rien gagné, mais ça m'avait mis un peu le pied à l'étrier. Et suite à ça, il y a un
un skipper qui m'a proposé de le rejoindre pour faire une transatlantique en double. Et en rentrant de cette transatlantique en double, il y a un autre sponsor qui m'a contacté pour faire le reste de la saison sous leur couleur. D'accord, OK. Et c'est parce que, peut-être qu'on va l'expliquer, mais effectivement dans le monde de la voile, ça marche beaucoup avec des sponsors, si je me trompe pas, hein, qui financent, des bateaux et tout le développement, c'est ça? Effectivement, donc le business plan de la course au large, c'est que du sponsoring ou du mécénat. Mais effectivement, l'objectif, en fait, la course au large, il y a deux métiers. Il y a le métier qui est de faire du bateau, qui est d'être performant sur les courses, mais il y a un autre métier qui est la communication. Et ça, c'est vraiment les deux facettes de la course au large. Il faut être bon en voile et bon communicant. Il y a des très, très bons communicants qui ont des super sponsors, des super budgets, qui sont pas forcément les meilleurs en voile, mais qui ont des projets qui tournent depuis des années parce que ils réussissent à entretenir une très bonne relation avec le sponsor. Et contrairement à ça, il y a des très très bons marins qui sont pas forcément de bons communicants, qui n'ont pas de budget, pas de bateau. Donc c'est vraiment les deux parties hyper importantes de notre métier. Et ce qui n'est pas le cas sur le circuit olympique, où là, c'est quand même la Fédé et le ministère qui financent principalement les sportifs. Oui, OK, d'accord. Et c'est la même chose sur la course de l'América, c'est aussi, comme tu le disais tout à l'heure, des très gros budgets et là, la question elle se pose moins, c'est ça? Ouais, non, là, sur la Coupe de l'América, c'est effectivement pareil. C'est généralement sur les équipages étrangers, en gros, c'est un milliardaire qui finance le truc, quoi. OK, d'accord. Et donc, quand tu fais cette première année où tu es appelé par les sponsors pour venir, faire la saison et cetera, ensuite, comment, s'enchaîne ta carrière puisque, tu as eu des très belles courses. Tu as à ton palmarès si je me trompe pas, si depuis c'est toujours à jour, tu as 16 transatlantiques, ce qui est pas neutre. Donc, comment ça continue à évoluer une fois que tu as fini cette saison? On te rappelle, c'est toi qui viens te vendre auprès d'autres sponsors pour dire je peux être dans l'équipage. Explique-nous un petit peu comment ça fonctionne tout ça. Donc, je termine deuxième de ce challenge espoir. Suite à ça, donc, il y a un skipper qui s'appelle Ronan Tressard qui faisait la sélection avec nous et qui lui avait trouvé un partenaire entre-temps qui me propose de faire la Transat AG2R avec lui. Donc, je fais cette Transat avec lui. En arrivant au bout à Saint-Barth, je me dis, mais plus jamais je ferai ça. L'être humain n'est vraiment pas fait pour vivre dans 5 mètres carrés à deux, et encore moins en solitaire. Et pendant Donc, combien de jours? Juste pour préciser. pendant 20 jours. Ah, ok, d'accord, ça met les choses en perspective aussi. Ok. Et non, mais moi j'avais trouvé ça ultra dur. Et on devait contourner une île à Madère. Et donc, en gros, on a mis 7 jours pour aller jusqu'à Madère. Et à Madère, donc là, on contourne l'île, on passe au ras de l'île, quoi. On passe de nuit, on entend les boîtes de nuit, le son des boîtes de nuit et tout. Ok. Et le lendemain matin, donc on ressort du Dévent, on repart. Et là, je me dis, mais là, on a fait 7 jours. Il nous reste encore 15 jours peut-être à faire. Mais ça va être trop dur, quoi. Et je me serais bien vu m'arrêter en boîte de nuit à Madère. Mais non, écoute, du coup, voilà, on arrive au bout avec un résultat correct pour deux jeunes comme on était à l'époque. Et je me dis plus jamais. Et donc derrière, le reste de la saison, je me fais recruter par un sponsor brestois. On fait donc le reste de la saison, c'est des courses plus courtes, soit la journée, soit de 2-3 jours, 3-4 jours. Et donc là, je m'éclate un peu plus. J'ai pas des bons résultats, mais je m'éclate. Et suite à ça, on a donc le sponsor brestois était financé par un laboratoire pharmaceutique qui arrête. Et donc le président c'était l'association Défi Santé Nutrition qui finançait le projet, qui mettait en place le projet. Elle me dit là on n'a plus d'argent, donc nous on a envie de continuer, on va chercher de l'argent, mais en attendant on n'a rien. Donc je fais moi j'étais encore étudiant à l'époque, donc j'étais en maîtrise, que j'avais dédoublé mes années, donc j'étais en maîtrise en fac de sport. Et donc je retourne à l'école en me disant voilà, s'il trouve de l'argent,
fait une saison, parfait. Et donc, ils m'appellent en cours d'année. Ils me disent, bah là, on a un rendez-vous demain. Si ça se passe bien, ça peut déclencher assez vite. Est-ce que tu es prêt? Je fais oui, bien sûr, pas de problème. Et en rentrant du rendez-vous, ils me disent, bah voilà, là, ils ont signé pour tout. Donc, tu pars le mois prochain sur la Transat en solitaire, Wow. en Figaro. Je fais waouh, bon. Et donc là, j'ai passé un mois à trouver un bateau. J'ai pas fait un entraînement et je me retrouve au départ de la course qui partait de Belle-Île et j'étais fatigué et j'étais dans un climat un peu dur. Mais voilà, avec l'expérience que j'avais eue de la Transat avant en double, j'étais pas forcément hyper chaud pour, pour la faire en solitaire. Mais en même temps, c'est une super aventure. Faire une Transat en solitaire, c'est vraiment quelque chose de génial, quoi. Donc j'avais pas envie non plus de faire la princesse et de pas faire ça. Et du coup, je fais cette Transat-là. Donc début de parcours moyen et je me retrouve, il y a un rassemblement au large du Portugal et je me retrouve à porter des meilleurs au large du Portugal. Et donc on échange un peu à la VHF. Et il y a un skipper qui est très connu puisqu'il vient de remporter la Route du Rhum qui s'appelle Charles Caudrelier. Et donc, on discute ensemble à la VHF. Il me fait, ouais, t'as regardé l'option sud. Je suis sûr qu'il y a un truc à faire et tout. Alors moi, je fais, bah non, moi déjà, j'essaye de survivre en restant à vos contacts. Les options à 3 semaines, j'ai pas regardé, quoi. Et donc, on discute un peu. Il m'explique son truc. Il y croit à fond. Donc, moi, ça me motive. Et puis, il y a un autre skipper très connu aussi aujourd'hui qui s'appelle Nicolas Troussel qui nous rejoint à la VHF. Il nous dit, ah ouais, non, moi, j'ai regardé. Je pense que c'est trop risqué, tu as quand même 500 000 de retard à un moment donné, ça me paraît quand même vraiment compliqué et tout. Bon, très bien, c'est le soir, on passe la nuit là-dessus. Il n'y a pas de pointage pendant la nuit, donc on n'a pas la position de nos adversaires pendant la nuit. Premier pointage arrivé à 6 heures du mat. Et donc là, il y a Charles qui me rappelle à la VHF à 6 heures du mat. Il me fait, t'as vu le pointage? Donc moi, je me réveillais à peine, j'avais pas encore pris mon petit-déj, j'avais même pas ouvert l'ordinateur. Et je fais non, j'ai pas regardé le pointage. Il fait, ouais, Nico, il est parti dans le sud tout seul. Ah, Ah, bien joué. bien joué. Et donc, ouais, je pense, j'ai fait des routages, je pense que ça peut le faire. Je suis, bah écoute, si tu vas, je te suis. Et donc, on part tous les deux à la poursuite de Nico dans notre option sud, où on part, en gros, on part en travers de la route, quoi. On part à 90 degrés de la route en se disant, on va avoir plus de vent sur toute la suite du parcours et ça va nous permettre de rattraper notre retard. Donc, c'était une option assez risquée, mais lui était hyper confiant et lui était fort. Il avait déjà gagné une solitaire du Figaro, il était fort en météo, donc j'étais un peu rassuré à ses côtés. Mais bon, moi, je savais quand même pas trop où il fallait aller. Donc, mon objectif, c'était de ne pas le lâcher. Donc, je lui collais au basque. Et heureusement, grâce à mes années en 4,70, j'étais plutôt rapide. Et ce qui m'a permis de rester vraiment à son contact. Et on a passé, c'est pareil, la Transat, elle a duré une vingtaine de jours. On a passé les 15 derniers jours bord à bord à discuter une bonne partie de la journée à la VHF où il me racontait ses expériences de multicoque, où il me racontait ses trucs et tout. Et c'est là où il m'a donné un petit peu la passion du multicoque. Donc, le multicoque, c'est des bateaux qui ont plusieurs coques, comme son nom l'indique, à la différence du monocoque. Dans les multicoques, il y a les catamarans qui ont 2 coques et les trimarans qui ont 3 coques. Et donc, il m'a partagé son expérience là et il a commencé à me faire rêver en parlant de multicoques, qui sont des bateaux vraiment incroyables parce que plus spectaculaires, plus performants, il y a des super sensations. Et donc, il m'a vraiment partagé son expérience en me faisant rêver, quoi. Et donc, on fait notre aventure dans le sud, là. On termine donc deuxième et troisième de la course, quelques heures derrière Nicolas Troussel, qui remporte l'épreuve en étant parti un petit peu plus tôt que nous dans le sud. Et pour la petite histoire, Le finot. ouais, le malin. Et pour la petite histoire, moi, comme j'étais vraiment plus rapide que Charles au portant, je réussis à terminer juste devant lui à la fin de la course. Une fois que je voyais l'île et que je savais où aller, je l'ai méchamment dépassé pour. Non, mais je plaisante, ça s'est pas fait comme ça, mais effectivement, à un moment donné, à la fin, on s'est dit non, mais là, ça fait vraiment trop course par équipe ce qu'on fait. Il faut qu'on essaye de naviguer un peu chacun de notre côté. Et du coup, je suis arrivé juste devant lui à Marigate.
D'accord. Et donc on sent dans ce que tu dis et que moi je ne connaissais pas et que une sorte une sorte d'esprit d'équipe quand même, alors qu'on est chacun à courir pour soi. On sent quand même qu'il y a ce côté, alors après avec le côté finaux de Nicolas, mais voilà le côté où on partage, où vous échangez ensemble. Moi, j'avais pas cette idée-là. Je sais que quand il y a des problèmes, vous vous soutenez, et c'est le côté marin qui parle, mais je savais pas que dans les courses, il y avait cet état d'esprit. C'est commun à tout le monde ou c'est parce que là, où tout d'un coup, vous avez créé un lien et depuis, tu es plus proche de lui? Non, c'est commun à tout le monde. Franchement, il y a une très bonne solidarité entre marins. C'est pas que un mythe. À la fois parce que on sait que si on a un problème, bah, le premier à pouvoir venir nous secourir, c'est quand même le gars qui est à côté de nous sur la course. Mais aussi parce que c'est un petit milieu, que les budgets, qu'il n'y a pas encore trop d'argent en jeu et que du coup, l'ambiance est vraiment très bonne et on se connaît tous. Et non, il y a vraiment une excellente ambiance entre marins sur la plupart des courses. Ok, et ce qu'on comprend dans ce que tu es en train d'expliquer, on va le prendre comme exemple et après tu nous parleras un petit peu de ton palmarès, mais il y a un côté aussi maîtrise technique, maîtrise de la météo, enfin il y a beaucoup de choses à prendre en compte et ma question elle est comment on se développe justement dans ces domaines-là, là où tu as expliqué que justement tu suivais parce que tu connaissais pas forcément la route, lui il était peut-être un peu plus expérimenté là-dedans. Ouais, effectivement. Alors, la voile, donc, c'est un sport qui est les facteurs de performance sont très variés. Il faut être bon en météo, il faut être bon en gestion humaine parce que on dort pas beaucoup, donc faut savoir être le plus optimal dans la récupération. Il faut être bon bah, mentalement parce que voilà, quand on passe tout seul sur son bateau, qu'on passe quand même par des états mental assez varié. Il faut réussir à être fort tout le temps. Il faut être bon en technique parce qu'il faut savoir bien barrer pour aller vite. Il faut être bon en technologie parce que bah, du coup, on est tout seul sur le bateau. S'il y a un truc à réparer, bah, faut être capable de le réparer. Donc, il y a vraiment plein de paramètres. Donc, forcément, quand on arrive au début, on ne peut pas être bon partout. Donc, les gens qui viennent du dériveur sont généralement des très bons régatiers, donc ils sont capables de faire aller très vite un bateau. Par contre, en technique, ils sont généralement assez mauvais. Et en météo, pareil, parce que la météo sur une journée en baie de Quiberon ou n'importe où, ou en baie de Marseille, c'est pas du tout ce qu'on retrouve sur une transatlantique avec de la stratégie à long terme. Donc, il y a vraiment plein de paramètres à acquérir. Pour ça, il y a un centre d'entraînement qui est l'école de la course au large, qui est le centre, donc le pôle Finistère course au large, qui se trouve à Port-la-Forêt. Et c'est vraiment là où vont, bah, quand on fait du Figaro, si on réussit à intégrer le Finistère course au large, le pôle, on a vraiment tous les outils qui nous permettent de progresser. Mais comme je le disais, il y a tellement de paramètres qu'en général, les premières années, c'est compliqué d'être très performant parce qu'on n'a pas le temps d'acquérir tous les paramètres. Et c'est pour ça que tu disais que ton sport est un sport à maturité tardive. C'est parce qu'il y a tellement de paramètres à prendre en compte que pour être vraiment performant, il faut du temps. Ouais, exactement. Il faut de l'expérience. C'est un sport où l'expérience compte beaucoup. Et c'est un sport où on a la chance que le côté physique bah, c'est pas aussi extrême qu'en gym par exemple où à un moment donné bah voilà les capacités physiques elles évoluent et du coup à passer un certain âge on sait qu'on n'a plus aucune chance d'être en haut niveau en gym ou dans plein de sports comme ça. Nous c'est pas le cas et encore à 40 45 ans on peut être au top de notre discipline, quoi. Ok. Par contre, tu me confirmes qu'il y a vraiment un entraînement physique pour au moins tenir. Effectivement, je comprends la comparaison avec le gymnaste où lui, il doit être ultra performant physiquement. Vous devez être performant physiquement, performant sur les autres. Donc, il y a quand même, je suppose, une base d'entretien physique que tu te dois d'avoir pour tenir le coup.
Oui, évidemment, ça reste un sport et d'autant plus avec les bateaux. Donc là, en Figaro, c'est pas extrêmement physique, mais il y a la gestion sur le long terme qu'il faut quand même gérer. Mais sur les bateaux plus gros comme les IMOCA qui font le Vendée Globe ou les trimarans ultimes sur lesquels je navigue aujourd'hui, là, ça devient des bateaux très physiques. Et effectivement, en trimaran ultime, là, tous les skippers, c'est des athlètes et il y a une vraie préparation physique avec 2 ou 3 entraînements par semaine qui est hyper importante. Ok. Et donc après avoir fait cette solitaire, on va avancer un peu dans le temps pour surtout avoir du temps pour parler de ton projet actuel et de ton projet futur. C'est quoi les plus grands résultats que tu as réussi à obtenir? Donc comme je l'ai dit, tu as fait un nombre important de transatlantiques, donc tu as pris de l'expérience. Si tu devais donner pour les gens qui écoutent 3-4 courses majeures que tu as à ton palmarès, qu'est-ce que tu dirais? Bah, du coup, si on passe un peu plus vite, en fait, cette transat-là, elle était hyper importante parce que du coup, j'ai eu Charles Caudrelier qui m'a transmis sa passion du D'accord. multicoque et il y a eu Nico Troussel qui nous a battus dans le sud. Quelques années plus tard, le sponsor que j'avais en Figaro là décide d'arrêter et Nico Troussel me propose de récupérer son sponsor et son bateau pour continuer en Figaro. Donc c'est quand même un moment important. Son sponsor, c'était le Crédit Mutuel de Bretagne. Lui partait, donc restait avec son sponsor, mais il partait faire la route du Rhum, donc sur un autre bateau. Et il me propose de faire la saison en Figaro, donc de continuer en Figaro avec son bateau et son sponsor. Donc ça m'a permis de prolonger de 2 ans mon expérience en Figaro, qui aura duré 6 ans en tout. Et suite à ma carrière en Figaro, là, quand je décide de changer de support, vraiment l'envie d'aller faire du multicoque. Et là, je me rapproche de Sébastien Josse, qui est Mhm. un skipper très connu aussi, qui avait fait le Vendée Globe déjà, et qui lui vient d'intégrer l'écurie Gitana, et il devient skipper d'un trimaran. Et donc, donc, je vais faire 2 saisons en trimaran avec lui. Et donc voilà, donc j'arrive à faire du multicoque et c'est vraiment 2 années exceptionnelles où je vais m'éclater. Donc le circuit c'était en mode 70, je sais pas si c'est très connu, mais c'est des trimarans de 70 pieds où on naviguait en équipage dessus et c'était vraiment des courses fabuleuses quoi. Donc j'ai vraiment passé 2 excellentes années là-dessus. Et après ce circuit en mode 70, il y a Charles Caudrelier qui me rappelle parce qu'il devient skipper d'un projet pour faire la Volvo Ocean Race, qui est autant en France, c'est le Vendée Globe le plus connu, Mhm. autant à l'étranger et dans tous les autres pays, c'est la Volvo Ocean Race qui est l'événement vraiment. Si tu es un marin et que tu fais cette course-là, tu es vraiment un héros, quoi. Et Ok. donc, il se retrouve à skipper d'un projet chinois, d'un sponsor chinois pour faire cette course-là. Et donc, il recrute quelqu'un pour l'entourer. Et donc, après, on a été en Chine pour recruter quelques Chinois. Et du coup, on se retrouve au départ de cette course-là. Et ça, c'était vraiment une course hyper importante parce que déjà, c'est le top. Bah, on se compare, on s'est retrouvé à régater contre les meilleurs marins du monde. Et ce qui était assez drôle, c'est que du coup, nous, on était des jeunes Français qui n'avaient pas l'expérience de cette course-là, pour la plupart, avec des Chinois à bord. Donc, autant dire qu'on passait vraiment pour des rigolos au début. On s'est rendu compte que les Français, ils avaient quand même des sacrées compétences en course au large aussi. Et on s'est retrouvé dès la première étape à jouer la victoire et on s'est retrouvé à jouer la victoire tout au long de la course et notre crédibilité a considérablement évolué entre la première étape et la fin du Tour du Monde quelques mois plus tard où on termine troisième de la course, mais en remportant 2 étapes. Vraiment, c'était vraiment une course incroyable où j'ai pris beaucoup de plaisir, qui était très dur parce qu'on va dans les mers du Sud avec un bateau qui est sous l'eau, c'est à la limite du sous-marin. Donc c'est vraiment une course qui est extrêmement engagée, très inconfortable, mais par contre c'était hyper intéressant et une expérience pour moi dans ma carrière qui était juste incroyable.
D'accord, ok. Et quand tu termines troisième de cette course, pareil, d'un point de vue, tu parlais de la communication et tu l'as dit qu'elle était importante, ça t'aide à poursuivre ta carrière et à être mis en lumière par rapport à tes compétences et donc à enchaîner sur d'autres projets tout aussi importants? Ouais, du coup, effectivement, donc après avoir fait les saisons, mes années en Figaro, où là, en Figaro, je suis skipper, je suis chef de mon projet. C'est moi qui gère mon programme, qui entretient mon sponsor, etc. En sortant de là, je suis devenu équipier. Donc, c'est un statut différent où là, j'ai pas les sponsors à gérer, mais on me demande juste d'être le plus performant possible sur l'eau et à l'entraînement. Et du coup, j'ai fait ça pendant plusieurs années, donc en mode 70, puis sur la Volvo. Et en ressortant de cette première édition, de cette première Volvo avec l'équipage franco-chinois, on a une super cote parce que les étrangers ont vu qu'avec un équipage jeune et avec des Chinois à bord, donc qui n'était vraiment pas le contexte le plus favorable, on avait fait des super résultats. Donc on a une bonne cote auprès des étrangers. Et les Français sont hyper fiers qu'un équipage de jeunes Français ait tenu la dragée haute à tous les stars internationales qui nous regardaient de haut. Donc, on a aussi une très bonne cote auprès des Français. Et au moins, en tout cas, dans le milieu, parce que c'est vrai que la Volvo, c'est pas très connu pour le grand public. Ça l'était pas, en tout cas. Et donc, on a une bonne cote et ce qui me permet d'enchaîner relativement facilement sur d'autres super projets derrière. Je vais faire un tour du monde en équipage sur une tentative de trophée Jules Verne sur un gros trimaran qui s'appelle Spindrift. Derrière, je vais être de nouveau recruté par Gitana pour courir sur le premier trimaran ultime volant, donc avec des foils. Donc ça, c'est des bateaux qui sont sortis en 2017, c'est des bateaux incroyables. Je vais être recruté par un équipage anglo-saxon pour retourner faire des étapes de la Volvo sur l'édition d'après. Donc derrière, ça s'est assez facilement enchaîné avec beaucoup de super projets et de réussite. Ouais. D'accord. Et dernièrement, et c'est un nom qui parlera peut-être aux moins aguerris, mais tu as beaucoup navigué, et je pense que tu navigues encore de temps en temps avec lui, avec Thomas Coville, sur plusieurs courses, notamment la Transat Jacques Vabre et la course des Ultimes, c'est ça? Oui, depuis 4 ans, je navigue, je suis le co-skipper de Thomas Coville sur le trimaran ultime Sodebo. On a fait une transat en double, la transat Jacques Vabre en double avec lui. Et du coup, je suis son remplaçant. J'étais son remplaçant sur la route du Rhum l'hiver dernier. Et voilà, donc ça fait 4 ans. Et aux côtés de Thomas, j'ai découvert quelque chose en plus. Jusqu'à présent, moi, je m'étais vraiment concentré sur la performance, comment être le meilleur marin, être le plus rapide sur l'eau. Et donc, il y a plein de paramètres à prendre en compte pour ça. Et je m'étais vraiment concentré là-dessus. Et aux côtés de Thomas, ça fait 15 ans qu'il est sponsorisé par Sodebo. Et j'ai découvert à son côté une relation qui est vraiment hyper riche, hyper intéressante, hyper épanouissante entre un sponsor et le skipper, où forcément le skipper, il a le sponsor apporte beaucoup de choses au skipper parce qu'il apporte le budget déjà, donc rien que ça, c'est énorme. Mais j'ai vu aussi que Thomas apportait beaucoup de choses à Sodevo et à l'entreprise. Et du coup, je me suis dit, ça, c'est quand même quelque chose de sympa. Et c'est quand même quelque chose que j'aimerais moi aussi mettre en place dans un projet perso. Et donc, depuis quelques mois, là, je commence à chercher des sponsors pour essayer de créer cette dynamique-là. Et donc ça se passe au travers Ocean 50, c'est le nom du bateau, c'est ça que tu as, ou c'est le nom du projet? Alors, l'Ocean 50, c'est une classe. Donc, il y a plusieurs classes de bateaux. Par exemple, sur la route du Rhum, il y a 4 classes principales. En monocoque, il y a les 40 pieds et les IMOCA. Les IMOCA, c'est les bateaux qui font le Vendée Globe. Et en multicoque, il y a les 50 pieds et les ultimes. Donc, c'est des trimarans qui sont un peu plus petits que les ultimes, mais qui sont aussi très performants et très spectaculaires. Et donc, moi, j'aimerais courir sur ce circuit-là, sur cette classe-là, parce que la classe a plein d'avantages. Bon, déjà parce que c'est du multicoque et que moi, c'est ça qui me fait vraiment vibrer en termes de plaisir de navigation. Et c'est aussi un super support pour emmener des invités à bord et faire partager vraiment et faire découvrir notre vie et notre métier et notre passion à des invités. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est sympa.
Et du coup, en plus de ça, il y a un vrai circuit sportif avec de la participation aux grandes transats comme la Transat Jacques Vabre ou la Route du Rhum, et avec plein de courses en équipage avant sur des parcours plus petits. Et donc voilà, je pense que c'est un projet qui est vraiment intéressant. La grosse différence avec l'Ultime aussi, c'est que les budgets sont nettement inférieurs à l'IMOCA et le Vendée Globe aussi. Et donc, c'est un petit peu plus abordable. C'est plus facile à gérer parce que les équipes derrière, donc là, on parle beaucoup, on parle que de moi et de mes aventures et mes performances, mais il faut savoir que derrière tous les marins et toutes les équipes, il y a une grosse équipe technique. Chez Sodebo, il y a 25 personnes, il y a 25 techniciens dans l'équipe. Alors, ça va de l'ingénieur bureau d'études, l'ingénieur architecte, à l'artisan qui fait du composite ou de la mécanique et qui répare le moteur. Donc, il y a vraiment une équipe très, très importante derrière chaque marin et ça, faut pas l'oublier non plus. Oui, c'est important de le rappeler, tu as raison. D'un point de vue, donc là actuellement, si un sponsor nous écoute et qu'il a envie de se dire tiens, ce que Thomas vient d'expliquer, c'est hyper intéressant et j'ai envie de devenir un sponsor principal, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, nous donner des fourchettes, parce que bien sûr qu'il ne faut pas révéler certains montants, mais ça passe pour être un sponsor principal, qu'est-ce que ça demande? Et si quelqu'un dit bah moi j'ai pas les moyens d'être un sponsor principal, est-ce qu'il peut quand même financer, je dirais presque un petit plaisir en se disant moi j'ai toujours adoré la voile, mais maintenant que j'ai une entreprise, je peux venir financer? Alors oui, bien sûr. Donc, pour un sponsor potentiel, la course au large, c'est génial. Il y a tout. On peut commencer avec du mini 650 où le budget, ça va être quelques dizaines, pour 100 000 euros où il y a moyen de faire un projet sympa. Ça va jusqu'à l'ultime où là, les budgets, c'est plutôt 5 ou 6 millions d'euros par an. Donc pour le côté amortissement du bateau et exploitation et budget pour faire tourner toute l'équipe, quoi. Et donc entre les deux, il y a tout. Il y a vraiment moyen de trouver chaussure à son pied, quelle que soit la taille de l'investissement. Et donc pour faire de l'Ocean 50, le budget il va tourner autour de 1 million d'euros. Maintenant, effectivement, on peut faire du copartenariat, on peut faire quelqu'un qui arrive avec 10 000 euros, il peut avoir sa marque en petit sur le bateau. Il y a moyen de faire juste emmener ses clients, par exemple, une entreprise qui veut faire un week-end d'hospitality avec des clients, par exemple, on organise un week-end, on les fait naviguer sur le bateau et on va facturer ça. Nous, ça va nous permettre de mettre un peu d'argent dans le budget global. Donc, il y a vraiment moyen de faire plein de choses. Ok, donc ça, aujourd'hui, clairement, tu es toi à la recherche de ce gros sponsor où tu as déjà des pistes et tu dois concrétiser un budget global. Comment ça se passe là actuellement? Oui, moi aujourd'hui, là, je suis à la recherche d'un sponsor titre. Donc, idéalement, je trouve un sponsor qui me finance l'intégralité du budget et avec lequel on fait toute la saison et on organise tous les événements qu'il y a à faire en interne pour sa communication à lui derrière. Et ça, ce serait l'idéal. Après, donc j'ai des pistes, j'étais à Paris hier et avant-hier justement pour essayer de développer ça. Maintenant, j'ai malheureusement rien de signé pour le moment, et donc il y a plein d'options possibles pour faire des trucs intermédiaires avec du copartenariat éventuel. Il y a vraiment plein de solutions possibles. Ok. Et alors, je m'engage en live, tu vois, comme ça. Si y a un partenaire qui vient te soutenir, vu que tu es venu dans le podcast, moi, l'idée, c'est, j'ai déjà reçu des entreprises et les financeurs du sport sont les bienvenus parce que pour moi, le sport sans financeur, il n'existe pas au même niveau, en tout cas, il existe même des fois dans certains domaines pas du tout. Donc si tu trouves un sponsor, ils sont le bienvenu, le chargé de communication, le PDG, peu importe qui, mais il est bienvenu pour expliquer qu'est-ce qu'il retrouve dans l'idée de financer, dans l'idée de faire en sorte qu'on fasse le lien entre entreprise et sport, parce que tu le disais tout à l'heure avec Sodebo, mais les deux ont beaucoup à s'apporter pour moi, selon moi. Non, mais c'est évident, hein. Aujourd'hui, si les entreprises investissent autant d'argent
dans n'importe quel sport, et en particulier dans la course au large, c'est que derrière, il s'y retrouve. Bien sûr. C'est sûr. Ouais. Et donc, avant de terminer le podcast, moi je voudrais prendre un petit point sur le côté écologie, puisque vous faites partie des sports et il y en a quelques-uns. Là, j'ai reçu il n'y a pas longtemps une nageuse en eau libre qui dit bah effectivement je suis sensibilisé à la cause écologique puisque mon lieu de sport c'est l'eau de mer, donc j'ai pas le choix à ce que bah, au plus c'est propre au mieux c'est. Je suppose que c'est pareil pour toi. Comment tu t'engages dedans, ou en tout cas quelle est ta sensibilité ou ta vision, même si tu peux nous partager des choses que tu as vues évoluer, parce que c'est toujours important de faire prendre conscience aux gens, puisque toi tu es au cœur d'un endroit où on va pas, quoi, on laisse les gens nous dire ce qu'il en est, et toi tu es au milieu des océans, et il y a peut-être des choses que tu as vues et en te disant mon Dieu, faut qu'on bouge. Ouais, alors il y a plein de choses là-dedans, effectivement. Donc, forcément, quand on passe la moitié de notre vie sur l'eau, on est sensible à ça, et on a envie que la mer soit propre, et on a envie de ne pas retrouver des sacs plastiques partout. Sur le tour du monde qu'on a fait en équipage, là, on est passé dans le canal entre la Malaisie et l'Indonésie, et là, c'était affreux. Il y a des sacs plastiques et des bouteilles plastiques, il y a de tout, des frigos, on a vu, mais n'importe quoi. On n'imagine même pas. Il y en a tout le temps, pendant 4, 5 jours, tout le temps. Fais un panorama à 360 degrés du bateau, tu vois au moins 20 ou 30 sacs plastiques, bouteilles plastiques et trucs dans l'eau. Et donc ça, c'est juste, tu te dis, non, mais ça, c'est pas possible, quoi. Comment on a pu en arriver là? En contrepartie, les premières transats que j'ai fait il y a 20 ans, dans le golfe de Gascogne, on voyait un paquet de déchets. Celles que je fais aujourd'hui, on en voit beaucoup moins. Donc, en Europe, dans les pays civilisés, il y a une vraie prise de conscience de la chose, et il y a une vraie progression. Ça, faut quand même avoir. Bah, moi, j'ai envie d'avoir un discours positif là-dessus. Euh, voilà, aujourd'hui, tout le monde a conscience du truc, ce qui était pas du tout le cas il y a quelques années. Donc ça va dans le bon sens. Effectivement, on a encore énormément de progrès à faire, mais ça va dans le bon sens. Et donc, oui, je suis très attaché à ça. Et oui, j'ai envie de faire plus là-dessus. J'aimerais faire plus là-dessus, hein. D'accord. Et j'ai cru aussi comprendre, si je me trompe pas, c'était à Demain le sport, c'était aussi avec l'idée de travailler sur des matériaux de plus en plus recyclés, permettant de limiter aussi les types de matériaux pour aller à la même vitesse, il y a moins d'utilisation. Enfin, je pense qu'il y a aussi à l'intérieur de ton sport des choses qui ont évolué. Ouais, c'est pour ça que j'ai un discours assez prudent là-dessus, parce que malheureusement, donc on est un sport propre, on utilise le vent pour se déplacer. Aujourd'hui, quand on fait une transat, on consomme quasiment pas d'énergie fossile, donc ça reste quand même, c'est un sport propre. Maintenant, on a quand même besoin de fabriquer des bateaux, et pour le moment, les bateaux, ils sont fabriqués principalement en fibre de carbone ou en fibre de verre, qui sont pas les matériaux les plus faciles à recycler, et qui sont pas les matériaux les plus biodégradables, les plus bio, quoi. Donc, toute l'industrie a conscience de ça et est en train de développer des nouvelles fibres, des fibres de lin, donc des produits plus écologiques. Et donc ça, c'est vraiment un truc qui est en train d'évoluer. Mais aujourd'hui, il faut garder un discours prudent, parce que nos bateaux, ils sont pas non plus hyper propre. Donc, on fait évoluer ça, on essaie de faire évoluer ça. Ça prend le temps que ça prend. Mais là-dessus, la classe Ocean 50, c'est aussi un bon compromis, parce que dans la mesure où la jauge est assez contrainte, on n'est pas obligé de construire des bateaux neufs tous les ans pour gagner les courses. Donc ça, c'est quand même bien. On réutilise les moules. Donc les bateaux sont fabriqués dans des moules, donc on réutilise les moules pour faire plusieurs bateaux. Donc c'est pareil, c'est des trucs qui permettent vraiment d'avoir un meilleur impact environnemental. Ok. Et avant de conclure, moi je voudrais aussi parler un petit peu avec toi d'un sujet dont
tu as touché un petit peu du doigt au début, c'est un peu le côté mal de terre, c'est un peu le côté éloignement. Tu en as parlé tout à l'heure, tu as des enfants. Quand tu pars longtemps et autres, est-ce que déjà il y a une forme de préparation mentale aussi de la famille, préparation mentale pour toi aussi de cette séparation, et à l'inverse quand tu reviens sur Terre, est-ce que tu as cet élément qu'on appelle des fois mal de terre, hein, entre guillemets, la volonté pour le marin de revenir dans son milieu qu'est les océans et la mer? Ouais, c'est un dossier. C'est c'est un dossier, tu as On raison. fera un épisode complet dessus. On pourrait presque, ouais. Ouais. Mais non, écoute, moi je suis assez attaché à mes enfants, j'aime bien passer du temps avec eux et du coup, quand je m'en vais, ils sont tristes, surtout mon grand garçon qui a 6 ans, il est très triste de me voir partir, donc c'est pas les moments les plus agréables de ma carrière sportive, mais ça fait partie du jeu. J'ai la chance d'avoir une femme qui est bien consciente de ça et quand elle a signé, elle connaissait elle connaissait les contours de la situation. Donc non, elle est vraiment super là-dessus et donc on arrive à organiser tout ça au mieux, mais c'est pas évident. Et effectivement, au retour, alors moi, je vis assez bien le retour en général. Je suis quand même plutôt très content de rentrer, retrouver mes proches et ma famille. Maintenant, c'est vrai que quand on est sur le bateau, on vit dans un rythme qui est millimétré, où on gère tout avec une idée de performance optimale tout le temps. Et quand on se retrouve à terre avec tout ce qui nous entoure, c'est plus, il y a un petit peu d'adaptation à avoir parce que le niveau d'exigence est pas forcément le même. Mais bon, en moyenne, moi, tous les retours, c'est quand même des très bons moments. Je suis très content de retrouver toute la famille, les proches, et les amis. Ouais, c'est quand même des moments importants. Si tu veux faire un coucou à tes enfants, tu peux en profiter, puisque l'intérêt du podcast, c'est que quand tu partiras maintenant, ils pourront réécouter, ils pourront avoir ta voix pendant, voilà, s'ils ont envie de t'écouter. Donc, n'hésite pas à leur faire un coucou si tu le veux, hein. Voilà. Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, ça pourrait être marrant. C'est vrai qu'on n'a pas fait ça encore. Ils ont 4 et 6 ans, donc c'est encore un peu jeune pour ça. Mais ouais, si Nolan et Naël, si vous m'écoutez, eh ben, j'ai hâte de vous retrouver. Voilà. Et ben voilà, tu vois, comme quoi ils pourront maintenant écouter, mettre ça dans leurs oreilles et puis dire ah, c'est papa qui parle. Voilà, avec un monsieur qui pose des questions. Voilà, mais bon, ça c'est pas grave, c'est autre chose. Écoute, pour terminer, Thomas, c'est ton podcast, donc. Si tu as envie de passer un message, si tu as envie de concrètement faire appel à des sponsors ou à redonner en une ou deux phrases ou d'une manière synthétique l'intérêt que peuvent avoir des sponsors à venir te soutenir dans ton aventure, vas-y, c'est à toi. T'as le parole libre, micro ouvert. Tu dis ce que tu as envie. Eh ben, moi, j'ai envie d'encourager. Je pense qu'il y a un vrai lien à faire entre les entreprises, le monde de l'entreprise et le sport en général. Et je pense qu'il faut vraiment pas hésiter, si vous êtes chef d'entreprise, à vous rapprocher des sportifs que vous connaissez ou des clubs. Pour nous, c'est hyper important, évidemment. Et je pense qu'on a beaucoup de choses à apporter, on a beaucoup de choses à partager. Le monde de l'entreprise et le monde sportif et la performance, c'est vraiment deux mondes qui sont très, très intimement liés. Et donc, n'hésitez pas à le faire pour le sport en général. Et après, si vous voulez faire un peu de course au large et me suivre, n'hésitez pas à vous rapprocher du podcast et des contacts que vous pourrez trouver. Ouais, moi je ferai le lien, on mettra tous les liens possibles dans les notes du podcast et les gens pourront te retrouver. Écoute Thomas, on a pris une bonne heure pour partager ensemble et c'était une heure très, très chargée et je pense même, comme on l'a dit, qu'il y a moyen de faire un autre podcast, une suite ou quelque chose pour rentrer un peu plus sur certains sujets, mais on verra ça par la suite. Moi, j'ai passé un super moment. J'espère que les auditeurs et les auditrices aussi. Et je voulais vraiment te remercier parce que tu as réussi en plus à simplifier un sport, comme tu le dis, où il y a plein d'éléments. Et ça en tout cas, moi, ça m'a permis de mieux connaître. Et comme je suis un vrai fan de tous les sports, j'ai rempli ma matinée. Voilà.
Bon, bah génial. Moi, j'ai passé un très bon moment aussi. J'essaye effectivement de simplifier la voile, qui est un sport complexe. Et c'est pas toujours évident quand tu es à fond dedans. Mais ouais, j'essaye de faire ça de façon la plus abordable possible. Bon, parfait. Et nous, on va suivre dans le podcast et on repartagera régulièrement ce que tu vis et on partagera si tu arrives à avoir un sponsor, on n'hésitera pas à partager. Et si tu arrives à avoir un sponsor, il sera le bienvenu sur le podcast. Bref, c'est pas juste un épisode et puis après au revoir. C'est l'idée de suivre un petit peu ton parcours sur plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années, je l'espère. Et Thomas, Génial, merci beaucoup. au plaisir de suivre tes aventures et à très bientôt. À bientôt, merci, salut. Et voilà, c'est le coup de sifflet final. Fin de l'épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou mettez 5 étoiles sur Spotify, ça aide à faire connaître le podcast. Vous aimez les podcasts ? Découvrez Allez Vas-y, notre podcast qui met en avant les personnes qui passent à l'action. Et n'oubliez pas, allez jeter un œil sur notre nouveau projet, Votre histoire est un cadeau, sur Instagram ou Facebook. Je vous donne rendez-vous vendredi matin pour un prochain épisode de Tout un sport et à très vite sur nos réseaux sociaux.